Bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ce webinaire voilà, en direct de Marseille. On s'est un petit peu désolidarisé de la capitale cette fois-ci pour vous accompagner sur un sujet qui est le sujet de la dématérialisation et des obligations en matière de facture électronique. On va d'abord se présenter l'un et l'autre. Pour ma part, donc, je suis Aurélien Hénard, je suis consultant CECAFI basé sur les sites de Lyon et de Marseille. J'officie depuis environ une quinzaine d'années sur le sujet de l'accompagnement des élus, notamment dans la perspective d'améliorer et de sécuriser la gestion des budgets du CSE, voilà, au moyen d'un accompagnement dans les missions de présentation, bien entendu, dans les missions de formation également voilà, que le groupe propose pour l'ensemble des élus. Alexis? Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, c'est Alexis Felten. Je suis basé sur Paris au sein du cabinet CECAFI et j'interviens également comme mon homologue Aurélien sur la gestion budgétaire et la comptabilité des CSE. Moi, j'ai plutôt l'angle commercial, j'y connais pas grand-chose, et Aurélien a plutôt le côté technique et sera là pour vous appuyer si vous avez des questions. En effet, Il n'y a pas de son. Ils sont. En principe, voilà, on peut le faire avec ton son peut-être. Tout le monde entend? Ça marche? Ouais? Ok. Coupe-moi si elle déco. Ok. Donc, voilà, bon, on s'est présenté rapidement, donc Aurélien Hénard et Alexis Felten, consultants CECAFI, pour ceux du coup qui, voilà, malheureusement n'auraient pas entendu nos présentations. Donc, on officie auprès des élus de CSE depuis voilà, une quinzaine d'années dans différentes thématiques et notamment l'accompagnement sur la gestion des budgets, ce qui nous amène à notre sujet du jour sur les enjeux à venir et d'ores et déjà d'actualité sur la dématérialisation et la préparation à la facture électronique. Tout à fait. Et on a structuré notre présentation en plusieurs points que vous voyez sur le sommaire. D'abord, quelques rappels importants sur la gestion des budgets du CSE et les obligations comptables qui y sont associées. Bien évidemment, le thème, la thématique abordée, c'est la digitalisation. Qu'est-ce que ça engendre pour les CSE? Quels sont les enjeux, notamment pour la partie comptable et budgétaire sur laquelle on est spécialisé? Des éléments, bien évidemment, sur la facturation électronique qui va arriver entre 2026 et 2027. Il faudra se mettre aux normes pour une partie des CSE, on le verra. Et une dernière partie sur la manière dont on peut vous accompagner, vous assister sur ces sujets liés à la digitalisation et à la facture électronique. Des annexes pour vous, sur lesquelles vous avez des éléments de présentation de notre cabinet. Les éléments d'ailleurs seront communiqués donc ultérieurement, de par le fait qu'il y a un replay qui sera disponible donc la semaine prochaine. Il y a également donc des questions bien entendu que vous pouvez poser qui seront recensées dans le fil, auxquelles on répondra plutôt en fin de thématique, tout en sachant qu'on a aussi une petite partie du coup de sondage qui voilà, rythmera cette présentation. On va se lancer? Allez, on Allons-y. est parti. Donc, quelques rappels déjà sur les budgets et les obligations. Bon, j'imagine du coup que parmi le public, on a quand même voilà, une frange déjà en connaissance sur les différents seuils qui s'appliquent pour caractériser ce que sont les petits, les moyens, les grands CSE, du point de vue de la transparence financière qui est née en 2014. Là, des CSE finalement ont été définis avec des seuils. On parle toujours de questions de seuil pour savoir à quelle réglementation finalement on est confronté. Donc, s'agissant des petits CSE, le principe est assez simple. Il faut retenir qu'on a en fait un seuil à ne pas dépasser de 153 000 euros annuels, qui se lie au travers des subventions en principe reçues sur le budget de fonctionnement et le budget d'activité sociale et culturelle sur le relevé bancaire. Ce sont les éléments qui sont marqueurs des ressources, en tout cas principalement. Et donc, les obligations afférentes pour un petit CSE, c'est de tenir une comptabilité qu'on appelle une comptabilité ultra simplifiée, avec un suivi des dépenses et des recettes qui finalement suit le relevé bancaire du comité ou les relevés bancaires du comité, puisque bien sûr, il peut y avoir plusieurs comptes bancaires. Au-delà de 153 000 euros, on bascule du coup dans la tranche des moyens CSE, avec du coup une autre considération qui est de savoir si le moyen CSE va devenir un grand CSE, et donc changer
environnement comptable. L'environnement comptable des moyens CSE, c'est ce qu'on appelle une comptabilité d'engagement à fin d'exercice. En clair, on peut suivre comme le petit CSE les dépenses et les recettes tout au long de l'année, mais à la fin de l'année, il y a nécessité d'avoir la constatation d'un certain nombre d'écritures qui sont les engagements qui restent à réaliser par le comité ou à encaisser. Hein, c'est le principe des écritures d'inventaire que passe l'expert comptable qui d'ailleurs est obligatoire dans la tranche des moyens CSE. Pour les grands CSE, ce qu'il se passe, c'est qu'on considère 3 seuils. Donc, il faut franchir 2 seuils sur 3 pour devenir un grand CSE au regard de la loi. Les seuils en question, donc, ce sont les seuils de ressources annuelles, y compris les ventes qui sont réalisées auprès des bénéficiaires dans les offres que le comité peut mettre en avant. Et donc, il faudrait dépasser 3,1 millions d'euros de ressources annuelles pour dépasser un des seuils. Un second seuil qui est le seuil de salariés employés par le CSE, et non pas les salariés évidemment de l'entreprise, qui serait du coup de 50 salariés en équivalent temps plein. Et le dernier seuil, c'est le total du bilan, selon le bilan qui aura été attesté par l'expert comptable, peut-être dans un premier temps, avant de franchir ce seuil-là. Si ce bilan excède 1,55 million d'euros, alors on est aussi en franchissement d'un des seuils, et on arrive du coup dans l'environnement des grands CSE avec une comptabilité plus dense, avec une comptabilité d'engagement qui se fait tout au long de l'année, un peu comme les entreprises. Voilà pour le schéma sur ce que recouvre finalement l'obligation en matière de petits, moyens et grands CSE. Alors, ouais. Juste, bon, on a une problématique de son, mais je ne sais pas du tout à quoi elle est liée. J'en suis désolé. Il y a une question sur les 50 salariés. Bien évidemment, les 50 salariés s'apprécient au niveau du CSE. Hein, ce sont les salariés employés par le CSE et non par l'entreprise, bien évidemment. Juste, on voulait aussi apprécier quelque part le profil des personnes qui assistent à ce webinaire. Et ce serait pas mal de faire un petit sondage pour savoir où vous êtes, dans quelle taille de CSE vous évoluez. Est-ce que c'est petit, moyen ou grand? OK, on verra les réponses. Le sondage est en cours, effectivement, et on voit les réponses qui vont s'afficher progressivement. Il y a beaucoup de moyens, apparemment. Oui. Donc, c'est bien, ça veut dire qu'on a le point de repère et que voilà, on sait se mettre dans une catégorie ou une autre. Dans les rappels que l'on souhaitait aussi mettre en avant, il y a évidemment donc l'élaboration des documents financiers. C'est finalement la restitution une fois que on a suivi notre comptabilité tout au long de l'année. Mais ça nécessite justement de s'appuyer sur un processus qui est le processus d'enregistrement des pièces comptables. Et donc, il s'agit là de préciser un petit peu ce dont on parle en définitive. Souvent, on fait le raccourci que la pièce comptable, c'est la facture. En réalité, on dépasse le cadre de la facture quand on parle de pièces comptables, puisqu'on peut parler de pièces comptables, notamment dans la perspective d'étudier un relevé bancaire, qui est le socle de la comptabilité pour chacun des CSE. On a aussi d'autres pièces comptables, évidemment, qui servent à étayer les mouvements qui apparaissent sur les relevés bancaires. On peut avoir des justificatifs, typiquement lorsqu'on parle de CSE. On peut avoir des éléments du type reversement de soldes de tickets resto perdus ou périmés. Ce sont des informations que la direction glane et qu'elle transmet au CSE. Le justificatif de la subvention qui est versée sur le budget de fonctionnement comme sur le budget d'activité sociale. Ce sont des éléments aussi qui sont caractéristiques de ce qu'on appelle des pièces comptables. Hein, il ne faut pas résumer la pièce comptable à la facture en soi, même si on est d'accord, ça représente quand même le cœur de la comptabilité avec les relevés bancaires, puisque ça nous permet d'attester, de catégoriser finalement les dépenses qui sont effectuées par le comité, notamment dans le volet des charges que le comité peut avoir à assumer. Ouais. Et je rajouterais que voilà, la pièce comptable, c'est l'élément matériel, quelque part, qui va permettre pour un CSE de justifier les recettes et les dépenses au cours de l'année. Donc, c'est une preuve qu'il faut pouvoir conserver. On y reviendra. Ça fait partie des éléments effectivement donc à conserver et ce sont des éléments aussi, si on parle de facture, avec la petite précision qui est sur le côté, on a un environnement qui est normé avec des mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Et donc justement, la perspective de la facture électronique, c'est quelque part s'inscrire aussi dans un environnement où on s'assure que les factures sont établies de manière conforme avec les données suffisantes pour être tout simplement valable et fournir des états financiers qui sont avec une attestation sans aucune forme d'observation. Si on passe sur les règles
principales à respecter en ce qui concerne justement ces pièces comptables. On vient de l'évoquer ensemble. On a quelques éléments, notamment sur la partie archivage, où on rappelle le principe. L'archivage du coup des éléments se fait sur une durée de 10 ans, à ceci près que lorsqu'on a un CSE qui est employeur, toutes les pièces qui sont relatives justement à la paye, hein, au sens large, ce sont des pièces qu'il faut conserver de manière plus permanente que les 10 ans. C'est aussi le cas si le CSE éventuellement a recours à un emprunt bancaire, si le CSE a un investissement d'importance, s'il a des titres de propriété d'un bâti, par exemple. Ce sont des éléments, évidemment, qui sont un petit peu intemporels, en quelque sorte, et qu'il faut conserver au-delà de ces 10 ans. Tout à fait. Il faut bien prendre en compte que cette diapositive s'applique à l'ensemble des CSE, parce que quand on regarde le sondage, on a 40% de petits CSE, 43% de moyens et 15% de gros. Ces éléments-là, ces obligations en termes de traitement qui sont affichées, d'archivage ou d'accessibilité aussi aux pièces comptables, on rappelle que c'est l'ensemble des membres du CSE qui doivent avoir accès aux pièces comptables, ça s'applique à tout le monde. Voilà. Je préciserai ça. Il y a aussi des enjeux peut-être à mentionner du côté de l'URSSAF. On doit conserver des pièces comptables et d'autres éléments que les pièces comptables pendant une durée de 3 ans plus l'exercice en cours, ça fait 4 ans. On pense notamment aux listes d'émergement, on vous conseille de les conserver. Et il y a un autre sujet qui vient se greffer également sur ces éléments d'archivage, c'est le Règlement général sur la protection des données, le RGPD, qui intègre aussi le principe de durée de conservation limitée. Donc, vous ne pouvez pas garder non plus les pièces ad vitam aeternam, en tout cas les pièces qui sont liées à des données personnelles. Il faut l'avoir en tête et il faut prévoir aussi dans votre CSE des procédures d'archivage et de destruction de ces pièces. Ça nécessite une organisation. On en témoigne d'ailleurs dans les rapports de fin de mandat où on stipule justement s'il existe un traitement particulier sur la protection des données. La donnée, elle est afférente à ce qui peut être éventuellement notifié sur une facture, s'il y en a du nominatif sur une facture, sur un justificatif que fournit un salarié sur une licence sportive, que ce soit pour lui-même ou que ce soit pour un enfant à charge. Ce sont des éléments du coup qui doivent être traités, qui doivent être opposables justement aux bénéficiaires s'ils souhaitent connaître ces éléments-là. Et donc, il convient d'avoir une vraie réflexion sur ce sujet-là. Hein, ça fait partie des éléments relativement récents, effectivement, dans la réglementation, qui sont peut-être encore méconnus, mais les CSE s'exposent, comme toute entreprise, bien sûr, au fait de devoir sécuriser les données, bien entendu. Le principe de la facture électronique et d'organiser en quelque sorte de la dématérialisation, ça participe finalement de cet objectif-là. Et donc, voilà, il faut se mettre un petit peu au diapason finalement de ces normes qui s'appliquent de manière, donc, je le disais, plutôt récente. Il y a juste une petite question sur les listes d'émargement. Quand on tombe par là, c'est quand, par exemple, on distribue des chèques vacances et qu'on a besoin de la signature. Maintenant, il y a la possibilité aussi de signer de manière électronique. Voilà. Exactement. Il y a une réponse là-dessus. C'est exactement ça. Tout à fait. Dans la partie enregistrement, on l'a dit, les CSE sont variables selon les seuils et donc on a des règlements comptables qui s'appliquent en fonction de la nature même du CSE qu'on a catégorisé, petit, moyen ou grand CSE, hein, d'où les règlements ANC qu'on appelle l'autorité des normes comptables. Derrière, la mécanique, c'est quoi? C'est de pouvoir en fait tracer l'information de manière chronologique s'agissant donc du suivi de la comptabilité, avec tous les enregistrements liés à ce qui se passe au niveau de la banque, étayé évidemment par un certain nombre de pièces comptables, dont les factures, dont les justificatifs de subvention, dont un inventaire de stock, par exemple. Et donc, tout ceci, c'est une organisation que le CSE doit envisager pour donc, assurer la fiabilité, pour assurer la traçabilité et pour assurer des pratiques qui soient pérennes au moyen de contrôles qui sont donc de ce qu'on appelle le contrôle interne avec donc dans le socle comptable habituel, on parle souvent de rapprochement bancaire, on parle souvent de séparation des tâches dans le cadre des procédures pour distinguer celui qui engage la dépense de celui qui la règle. Voilà. Ce sont des règles assez simples finalement
En tout cas, nous, sous notre prisme, hein, évidemment, on a l'habitude de traiter de ces sujets. Et concrètement, voilà, il convient de les rappeler au moment où on en vient à l'étape donc de dématérialisation et donc de facture électronique qui va aussi percuter forcément le mode de fonctionnement des CSE. On continue? Alors, dans les obligations auxquelles les CSE sont soumis, qui sont, je pense, encore relativement méconnues, on a les déclarations qui sont nécessaires du point de vue des revenus financiers ou des revenus fonciers que le CSE peut avoir au cours de l'exercice. Un revenu financier, c'est ne serait-ce qu'un revenu d'intérêt sur livret, de compte à terme. Voilà, bon, il existe évidemment différentes natures de revenus financiers. Et donc, on a une imposition qui est prévue sur ces revenus financiers. Alors, il y a des questions, bien sûr, de seuil, il y a des exonérations pour certains produits. Néanmoins, il y a un impératif qui est un impératif de déclaration de ces revenus financiers. Et justement, ce webinaire est plutôt bien placé puisque ça nous permet de vous faire ce rappel en sachant que la date butoir vis-à-vis de l'administration fiscale, vis-à-vis du service des impôts qui est rattaché à votre CSE, eh bien, cette date butoir, c'est le 5 mai 2025. Et cette date butoir, elle vaut aussi pour un autre aspect déclaratif qui lui aussi est méconnu, mais qui n'est pas sans conséquence si effectivement on vient à en manquer, c'est la déclaration des honoraires qui sont versés annuellement. Donc, au cas d'espèce, pour l'exercice 2025, on va déclarer pour le 2 mai 2025 l'ensemble des honoraires qui ont été réglés, pas forcément enregistrés dans la comptabilité en tant qu'achat, mais bien réglés, hein, ce sont les sommes versées. Et donc, ces éléments-là doivent figurer dans un formulaire dédié qui s'appelle la DAS2. On ne l'a pas inventé. Et donc, ce sujet-là, du coup, voilà, est une obligation auquel, en principe, tous les CSE sont soumis. Et donc, effectivement, il y a une question sur le SIRET. On est bien d'accord que pour être reconnu au niveau de l'administration fiscale, il est nécessaire d'être connu. Pour être connu, a priori, ça suppose d'être immatriculé. Et c'est justement un principe, on va dire, relativement appuyé ces derniers temps dans la vie des CSE, où l'ensemble finalement des prestataires ainsi que les banques ont tendance à accentuer cette demande sur l'immatriculation du CSE, qui, de notre point de vue, n'est pas une obligation en soi, mais elle est quelque part implicite si on veut assumer complètement ces obligations en termes de déclaration, à la fois sur le CERFA 2070 et à la fois sur la DAS 2. Donc, bon, sur ces sujets-là, effectivement, qu'on soit petit, moyen ou grand CSE, employeur ou non, a priori, effectivement, on a tendance à penser que l'immatriculation, et surtout en vertu finalement de ce qui arrive avec les modes de fonctionnement avec les différents portails, ça relève quelque part de quelque chose qu'il faut réfléchir et mettre en place, à notre sens, de manière plutôt imminente. Et donc, évidemment, on est là pour vous appuyer dans ce type de démarche, puisque évidemment, on a l'habitude d'accompagner nos CSE sur ce sujet. Alors désolé, il y a beaucoup de questions, on n'aura pas la capacité de répondre à toutes ces questions dans le cadre du webinaire, puisqu'on est timé. N'hésitez pas à nous contacter en tout cas si besoin. Sur le champ ensuite donc de la thématique particulière du jour, hein, sur laquelle bon, voilà, on a souhaité avoir un premier socle d'informations qu'on va forcément utiliser en lien avec la dématérialisation et le suivi comptable et budgétaire, eh bien, voilà, il s'agit de regarder finalement ce que l'on peut tirer justement de cette ambition de digitalisation. Hein. C'est aussi une manière d'appeler ce processus. Vous le voyez du coup charté là sur cette page. On a différents gains que l'on estime avec la mise en place justement de ce processus de digitalisation, de dématérialisation et donc d'abandonner en quelque sorte le précepte de fonctionner avec du papier, ce qui n'est pas interdit, hein, bien entendu, mais qui peut-être fait perdre un petit peu de temps. Vous le voyez, dans le principe de la dématérialisation et de ce suivi budgétaire, il est clair que quand on dématérialise, on a accès en principe à une donnée financière qui potentiellement est actualisable régulièrement, parce qu'on a des processus de suivi comptable qui permettent justement d'interroger de manière assez directe l'information financière. On a un processus évidemment qui vise à améliorer la conformité et la sécurité parce qu'on en vient à traiter des pièces en s'assurant justement via les filtres à la fois
fournis par les processus, les différents systèmes de gestion, qu'on a une conformité sur la facture, qu'on n'est pas en train de valider en quelque sorte un enregistrement sur un bon de commande et non pas une facture. Voilà, ce sont ce genre d'éléments qui, par le biais justement de la digitalisation, peut permettre d'avoir un regard avec cette conformité. Derrière, évidemment, si on gagne un petit peu de temps, on peut imaginer qu'on va aussi réduire les coûts et le temps que l'on a à passer à faire un ensemble de recherches. Pour principe, si on arrive à digitaliser la vie du CSE en donnant accès finalement hiérarchisé à l'information, on va gagner sans doute en fluidité, en capacité de réponse, que ce soit au bénéficiaire s'il effectue une demande, que ce soit voilà, vis-à-vis du contrôleur URSSAF s'il arrive avec un ensemble de demandes. Et donc, voilà, on a un objet de gain de temps, d'efficacité assez clairement, avec des choses qui sont automatisées, répétitives. Le gain de temps se fait sur l'automatisation des tâches un peu chronophages, répétitives, que l'on peut avoir dans le suivi budgétaire et comptable d'un CSE, bien évidemment. Donc, ça reste évidemment un défi, cette dématérialisation, puisque ça veut dire qu'il faut la structurer. Il y a probablement du coup un effet d'investissement à procurer au démarrage. Début de phase. Il est clair qu'il y a une réflexion, qu'il y a ensuite une mise en œuvre. Il faut réfléchir à la sécurité des données. Il faut aussi se permettre d'évoluer par rapport aux réglementations qui peuvent percuter la vie des CSE. Et les réglementations sont nombreuses à percuter la vie des CSE, ne serait-ce que depuis la transparence financière avec les CE devenus CSE. Bref, le défi, en fait, qui se résume au travers de cette page-là, c'est d'assurer finalement au bureau, au trésorier de manière plus spécifique peut-être, la capacité de cerner son sujet, de travailler peut-être de manière plus efficace, plus optimale, et donc se laisser le temps d'aborder aussi quelque part les autres sujets qui sont évidemment percutants de l'ensemble de la vie de l'entreprise, puisque le trésorier n'est pas un élu à part, c'est un élu qui s'intéresse évidemment aux autres sujets, et donc il a vocation à pouvoir réfléchir aux différentes informations, consultations que le CSE peut avoir à traiter tout au long du calendrier et de l'agenda social. Donc voilà, c'est à notre sens, une recherche de digitalisation qui doit permettre d'exercer finalement son rôle d'élu de manière plus efficace, plus sécurisée. Et donc, voilà, on y voit des avantages assez clairs dans le fait de recourir à cette voie-là. Tout à fait. Je rajouterai qu'il y a des solutions qui existent, quelle que soit la taille de votre CSE et sa configuration. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous questionner sur ces sujets-là. On est en mesure de vous proposer ou de vous conseiller des solutions qui sont adaptées à votre situation. Voilà, il y a des logiciels plus ou moins sophistiqués, il y a des logiciels plus ou moins simples d'utilisation, donc il faudra voir par rapport à vos besoins. Oui, et adapté évidemment au budget, hein, parce qu'on considère bien que les petits CSE n'ont pas forcément les mêmes moyens, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont exclus du champ. Non, pas du tout. Au contraire, voilà, le traitement de la donnée, c'est quelque chose qui intéresse forcément les petits CSE aussi vis-à-vis de la donnée bénéficiaire. Et puis, voilà, même dans le suivi comptable, il existe des solutions qui sont à même de faire gagner un peu de temps. Donc justement, dans les différentes avancées en termes de dématérialisation, ce dont on peut témoigner aujourd'hui dans la vie des CSE et dans la mise en place, puisque certains sont quand même avant-gardistes, hein, on a quelques sujets d'expérience et c'est pourquoi justement on est amené à discuter de ce sujet avec vous. On a ce qu'on appelle l'OCR, donc la reconnaissance qui est utilisée pour les documents qui sont transmis donc, sur un système comptable, qui fait qu'on va reconnaître de manière assez habituelle et comment dire, avec une forme d'automatisation aussi de l'intégration comptable, hein, de l'enregistrement de comptable. De fiabilité au fur et à mesure du temps, tout à fait. Et donc, cet élément-là d'OCR, alors qui est propre au CSE plutôt de taille moyenne et de grande taille, dirons-nous, par rapport aux obligations comptables, eh bien, c'est vraiment un complément utile à ce qui est plutôt générique, à savoir le deuxième aspect, l'intégration bancaire, qui aujourd'hui est finalement le sujet sur lequel l'ensemble des CSE, qu'ils soient petits jusqu'au grand CSE, doit se mettre finalement en marche
on a un gain de temps par rapport à la saisie des opérations qui arrivent sur le relevé bancaire. L'intégration bancaire, c'est ni plus ni moins que de récupérer de la data auprès de la banque, bien sûr en sécurité. Il faut voilà, réfléchir au dispositif. Il existe des mandats avec des plateformes qui font ce type d'opérations. On a nous-mêmes du coup des solutions à proposer sur ce sujet-là. Et concrètement, on imagine qu'effectivement le gain de temps, il est assez immédiat dès lors qu'on se prive en quelque sorte du champ de saisie, ne serait-ce que des opérations bancaires. Voilà, donc là, il y a vraiment une solution d'avenir qui est déjà expérimentée par les cabinets comptables, à la fois les classiques, bien entendu, hein, qui sont en contact des entreprises, mais aussi, bien sûr, dans l'environnement des CSE, il ne faut pas se sentir isolé par rapport aux bénéfices de ces technologies nouvelles. Tout à fait. J'ai rien à ajouter. Je te remercie. Sur les autres éléments du coup de gains possibles en termes de dématérialisation, les élus sont amenés assez régulièrement à se déplacer, à établir un certain nombre de notes de frais, la plupart du temps encadrées dans le règlement intérieur du comité. Il va de soi que ces notes de frais, bon, c'est ce qu'on appelle un bouche-temps à remplir, à analyser, à adosser les justificatifs, à envoyer ça du coup au trésorier qui se demande encore comment il doit gérer ces informations. Aujourd'hui, en fait, on est dans une ère nouvelle. On a des acteurs qui proposent des solutions de dématérialisation des notes de frais où, de manière très pratique, on en vient finalement à photographier son justificatif, à l'adosser à un formulaire qui est disponible ne serait-ce que sur un téléphone. Et donc, on envoie finalement cette note de frais au trésorier qui, derrière, évidemment, procède aux vérifications en fonction des règlements, des procédures qui sont mises en place, des autorisations en quelque sorte de dépenses qui peuvent figurer. Et donc, on peut également avoir un lien avec l'environnement comptable du comité où, dès que le trésorier a validé en quelque sorte la note de frais, on peut avoir une opération qui vient s'incrémenter directement dans le système comptable. Et ça se greffe à la fois sur des logiciels de comptabilité, on va dire, simples, hein, classiques, je dirais, mais aussi, et de plus en plus, aux moyens finalement d'interfaces qui sont prévus avec les éditeurs spécialisés justement dans la gestion des CSE, voilà, les grands acteurs du marché que l'on est amené à fréquenter de manière assez régulière sur les élus et les CSE qu'on peut accompagner. Et enfin, quand on parle de dématérialisation, et sur un angle qui est encore réduit, parce qu'on pourrait parler évidemment d'autres aspects encore, il y a la démarche d'achat en tant que telle. La démarche d'achat, c'est une démarche de sécurisation avec la notion de séparation des tâches à laquelle on faisait référence tout à l'heure, où on va définir peut-être plutôt pour l'apanage des CSE à dimension plus importante, qui emploient peut-être du personnel, on va à ce moment-là définir les tâches des uns et des autres, donc employés au niveau du CSE ou bien pour les permanents de CSE, et dire qui finalement valide une facture, qui vient finalement la régler, qui traite le bon de commande, qui traite effectivement de la réception de la facture avec le bon de réception, le bon de livraison qui est en phase avec la facture. Bref, tous ces éléments-là, finalement, peuvent être aussi intégrés dans un flux avec différentes étapes à respecter. Et donc, voilà, il existe aussi, y compris sur les solutions logicielles classiques comptables, cet environnement-là où on va pouvoir déterminer le qui fait quoi, y compris en cas d'absence, hein, avec évidemment des dispositifs qui sont prévus pour permettre une continuité d'action du CSE, à la fois quand il y a un absent dans le mandat, mais aussi, du coup, dans la proposition finalement de transfert de procédure pour un CSE qui change d'élu, parce qu'on est en fin de mandat et qu'on est en phase de renouvellement, et à ce moment-là, on redéfinit cette cartographie. Mon cher Aurélien, je te coupe juste. On a besoin de faire un petit sondage pour savoir si vous êtes concerné concrètement par ces sujets de digitalisation, de dématérialisation au niveau de votre CSE. Ça nous intéresse très fortement. On se laisse quelques secondes pour ménager un suspense absolument haletant. Et donc, on est sur du 50-50. Hein. Oui, c'est assez partagé, ce qui signifie que certains ont sans doute déjà pris le pli et d'autres se disent, malgré tout, il y a peut-être intérêt effectivement à réfléchir à ces sujets pour gagner un peu de temps.
On passe à la suite. Vas-y, je t'en prie. En termes de spécificité de CSE, dans les choix de gestion qui peuvent s'offrir, y compris dans cet aspect de digitalisation, il y a un rappel à faire sur la notion claire de séparation budgétaire. Les CSE sont pourvus de deux budgets, un qui est légal avec le minimum donc, qui est indiqué ici sur le budget d'attribution économique et professionnelle, qu'on appelle AEP ou budget de fonctionnement, doté de 0,2% de la masse salariale dans les entreprises aux effectifs inférieurs à 2000 salariés. Et on passe à 0,22% de la masse salariale brute soumise à cotisation sociale pour les entreprises dans lesquelles on franchit ce cap. Donc ça, c'est l'environnement légal. À côté de cela, on a un environnement plus conventionnel, d'accord, qui dispose finalement pour les CSE, alors quand même en grande majorité, hein, on se dit qu'il y a à peu près 80% des CSE qui sont quand même dotés d'un budget d'activité sociale et culturelle, eh bien, on a un pourcentage de masse salariale qui est donc négocié. Hein, c'est le propre de la convention ou d'un accord. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas un minimum prévu par la loi en tant que tel, mais on a une résultante d'accord. Et de ce fait, quand on est dans la présence d'un budget d'activité sociale et culturelle, donc encore une fois de manière assez large dans la vie des CSE, eh bien, on se pose la question de savoir comment on traite de la donnée, d'inscription, de validation finalement d'une activité, de tirage au sort éventuellement d'une activité pour un voyage, de points que je peux noter en fonction de ceux qui sont peut-être déjà partis, qui sont du coup peut-être un peu moins prioritaires que ceux qui ne sont jamais partis. Voilà, on a ce type de logique qui sont gérées dans des solutions qui sont des solutions adaptées, ce qu'on appelle, nous, des progiciels de gestion. Et on ne peut que vous conseiller dans ce cadre-là, surtout quand les effectifs commencent à déborder un peu et qu'on est au-delà de 100, 150 bénéficiaires, ça devient quand même délicat de gérer les entrées-sorties, ça devient délicat finalement d'avoir la compilation de l'ensemble des données, de traiter des règlements. Et en fait, ces logiciels sont faits, sont adaptés pour enregistrer les inscrits, enregistrer les règlements, et ils sont la plupart du temps connectés à un environnement comptable. On appelle ça des progiciels parce qu'il y a à la fois ce qu'on appelle l'univers de gestion, mais aussi l'univers de comptabilité, et les deux sont souvent liés. Donc, évidemment, on a l'habitude, nous, de travailler sur ce type d'environnement, et il est clair que voilà, on y trouve un intérêt où concrètement, on va avoir une donnée harmonisée. Et on va, nous, justement, vérifier que cette donnée est bien harmonisée entre une donnée, une information que l'on peut interroger en regardant finalement le spectre du bénéficiaire. À quoi s'est-il inscrit? A-t-il une dette vis-à-vis du CSE? Et dans la comptabilité pour être justement en conformité et en adéquation entre les deux données. C'est l'objet aussi des missions de présentation. Et donc, on le fait avec un certain nombre de requêtes sur les logiciels. Et cet élément favorise, de notre point de vue, une meilleure gestion, une fluidité, y compris dans le fait d'interroger, de relancer éventuellement des bénéficiaires qui n'auraient pas forcément réglé, ce qui est peut-être un peu moins facile, évidemment, en termes d'alerte lorsqu'on est sur du fichier Excel. Ça, c'est un confort pour les élus et le personnel du CSE qui intervient en tant que gestionnaire sur la partie activité sociale et culturelle. Dans les enjeux de facturation électronique pour les CSE, déjà, qu'est-ce qu'on entend par facture électronique? Bon, Grande question. on va se le dire, on a un angle, on va dire, plutôt générique, qu'on a appelé le sens commun, où on se dit que globalement, une facture dématérialisée, c'est une facture que l'on peut recevoir de manière électronique, c'est-à-dire par mail, donc avec un PDF la plupart du temps. Bon, il y a quand même une précaution à avoir sur ce sujet-là, c'est que il faut que cette facture numérique soit de valeur probante, donc il faut qu'elle soit protégée, il faut qu'elle soit non modifiable, il faut qu'on soit en capacité d'identifier la personne dont effectivement l'écrit électronique émane. Voilà, ça c'est le sens un petit peu commun. Après, on a un sens fiscal. Le sens fiscal, eh bien, il répond à des obligations avec des normes, avec une structure et des obligations dans la transmission des factures, donc dans la modalité de transmission des factures, avec des formats qui sont définis. Et donc, c'est ce que les plateformes qu'on appelle les PDP, les plateformes qui demain seront certifiées pour recevoir de la facture électronique et aussi en émettre, eh bien, elles sauront reconnaître un flux en lien avec une facture qui est en fait un flux de données qui répond à une charte en quelque sorte. Et donc, cette réforme
eh bien une réforme qui vise à sécuriser la gestion via du coup cette déclaration à l'État également de l'ensemble des flux qui génèrent surtout de la TVA, puisque la lutte première, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. Donc on est vraiment dans une optique première qui concerne les entreprises, mais on va le voir aussi certains CSE. Et la vocation initiale de la facturation électronique, c'est de lutter contre la fraude à la TVA, notamment. Quelques milliards effectivement qui sont en question. Sur cette réforme, donc globalement, on historise trois points, on va dire, d'obligation. On a une obligation déjà de réception de factures, et ça concerne donc les entreprises qui sont donc établies en France et qui sont assujetties à la TVA, donc qui ont les obligations de déclaration de TVA. Tout à fait. On vous donne là le cadre général qui s'applique à l'ensemble des entités juridiques en France. Voilà, je permets de. Avant de parler Avant de effectivement parler des du CSE. CSE. Sur la partie donc obligation d'émission de facture, bon, ce qui s'appelle dans le jargon le e-invoicing, pardon, on a du coup des entreprises qui sont assujetties à la TVA établies en France, qui ont une clientèle de professionnels, donc plutôt le B2B, et établis en France, et puis qui réalisent évidemment ces opérations en France. Donc ça, c'est le deuxième cadre, on va dire, général d'obligation par rapport à l'émission cette fois-ci, non plus la réception. Et puis enfin, on a un dernier point qui est ce qu'on appelle le e-reporting, c'est-à-dire déclarer les transactions, donc en fait les règlements dans lesquels on vient régler une prestation avec de la TVA. Et ça vaut pour les entreprises qui sont encore une fois assujetties à la TVA établies en France, qui ont une clientèle de particuliers, c'est-à-dire qu'on sort du registre du B2B, on vient dans ce qu'on appelle le B2C, donc business to consumer, et donc on est dans le client entre guillemets générique, individuel, pas forcément une entreprise. Et donc, c'est aussi donc, une composante qui s'applique pour les transactions qui sont appliquées en dehors du champ français, c'est-à-dire les opérations qui se passent à l'étranger. Et donc là-dedans, dans ce cadre général, eh ben, on s'interroge justement sur les CSE. Les CSE sont-ils concernés par ce cadre? Oui, et ils le sont pour certains, en tout cas dans un premier temps. On va se dire que ceux qui sont concernés sont ceux qui ont à gérer de la TVA, et le champ habituel de gestion de la TVA, en fait, ce sont les CSE qui sont dans l'exercice de la restauration collective, qui sont impliqués dans la restauration collective. Eux ont un point de passage mécanique à préparer justement pour être en correspondance avec ces obligations. Ensuite, on a d'autres éléments qui peuvent concerner les CSE, de près ou de loin. Alors de près, quand on a des CSE qui font des logiques d'achat-revente, ce qu'on appelle de la coopérative de consommation, il faut savoir que dans ce cadre-là, il y a des seuils de déclaration de TVA. Et donc, dans ce cadre-là, on peut estimer que ces CSE, par le biais de ces coopératives de consommation, sont exposés au traitement de la facture électronique. Et puis, il en va de même pour les associations pour lesquelles on peut avoir des recettes lucratives accessoires et qui sont du coup au-delà du seuil de 62 250 € qui est notifié ici. Ce qui reste un seuil élevé pour des associations. Oui, on peut pas dire du coup que ça corresponde, on va dire, à l'ensemble des CSE de France et de Navarre. Voilà, on est sur un environnement qui, somme toute, reste restreint, en tout cas en première phase. On peut estimer que plus la facture électronique va se mettre en avant, voilà, plus les évolutions réglementaires feront qu'on aura une généralisation, et donc on est dans une préparation pour un certain spectre. Donc on a un calendrier, évidemment. Le 1er septembre 2026 pour ce qui est de la réception des factures, obligation de recevoir ces factures électroniques donc, en provenance des grands facturiers. Et puis au 1er septembre 2027 pour les obligations à la fois d'émission et à la fois de déclaration des transactions, qui sont les deux autres champs qu'on vient d'aborder. Donc, sur ces éléments-là, on note que dans le fait de recevoir les factures, dans ce qui est le plus immédiat, c'est-à-dire au 1er septembre 2026, eh bien, les CSE assujettis à la TVA recevront des factures donc, des grands fournisseurs, la cité EDF, Orange, effectivement OVH, et donc la réception de ces factures, elle se fera avec une souscription à ce qu'on appelle la PDP, qui est la plateforme certifiée sur laquelle il faudra aller récupérer sa facture. La plateforme de dématérialisation partenaire, voilà, PDP. En sachant qu'il y a plusieurs plateformes qui sont certifiées. Mais donc, ce dispositif-là, et donc le fait de faire concorder l'environnement comptable du CSE avec ces plateformes, faire que les tuyaux, en quelque sorte, soient bien solides, soient bien connectés, ça nécessite d'avoir une démarche réfléchie, ça nécessite de ne pas faire un choix en précipitation. Et donc, on vous suggère fortement
de revenir vers nous sur ces sujets-là pour tenter effectivement de cerner l'ensemble des enjeux. C'est important de prendre le temps dans la réflexion. Sur les obligations donc d'émission de factures et de déclaration des transactions, ces éléments-là, du coup, sont à valider jusqu'en 2027. On a un peu plus de temps, du coup, pour suggérer les réflexions là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les plateformes, on aura finalement un statut de la facture qui sera du coup partagé entre celui qui l'émet et celui qui la reçoit et qui pourra exposer s'il y a une difficulté, s'il y a un litige, on aura connaissance finalement de ces éléments-là. Et c'est aussi un gain de temps dans l'appréciation finalement des factures pour lesquelles on estime qu'il y a des retards de règlement et sur lesquels il y a des mentions à apporter. On aura une information partagée du coup sur ces plateformes. C'est aussi voilà, un gain à ce niveau-là. Proposition de calendrier. Oui, si on doit y revenir. L'ordre des experts comptables, effectivement, sur lesquels on s'est aussi appuyé, évidemment, pour transmettre ces informations. On va établissait du coup un calendrier suggéré avec voilà, ce temps de 2025 qui est le temps de la phase amont avant de pouvoir effectivement rentrer dans une phase de mise en œuvre et d'être prêt pour l'horizon du T3 2026 pour les CSE, encore une fois, qui sont assujettis à la TVA et qui ont donc à gérer la réception des factures électroniques. Première partie. Oui, alors il y avait pas un élément de sondage, me semble-t-il, sur lequel on ne s'est pas appesanti. On va quand même le mettre. Ouais, on voulait savoir si vous aviez des activités soumises à la TVA, assujetties à la TVA dans votre gestion. Et donc, est-ce que vous êtes concerné concrètement en tant que CSE par la facturation électronique? Merci Aurélien pour le rappel. Ou par la restauration, ou par des coopératives de consommation, ou par éventuellement effectivement des associations qui feraient du coup du lucratif. On imagine bien que c'est plutôt un sujet lié au grand CSE qui dépasse un certain niveau de ressources. En principe, oui. Ok. Il y a quand même voilà, autour de 20% du coup de CSE présents, en tout cas aujourd'hui, qui témoignent effectivement de cette obligation. Je ne sais pas. Alors, on ne sait pas, on répondra à cette question du coup ultérieurement, peut-être de manière isolée. Bon, quel est l'accompagnement que l'on suggère au travers de ces enjeux de digitalisation et pourquoi s'en soucier? Bon, évidemment, il y a une gamme de réflexions à avoir sur les outils que le CSE utilise aujourd'hui et ceux qu'il entend utiliser demain pour justement se mettre à la fois dans une forme de conformité et à la fois dans une efficacité opérationnelle beaucoup plus soutenue. Concrètement, donc, il y a des outils sur le marché, il y a des tests qu'il convient de faire avant de se lancer concrètement dans une exploitation d'un outil. Donc nous, on est là pour réfléchir à ces enjeux-là, avec notre expérience évidemment métier. On est là pour vous accompagner, pour essayer de suivre ces éléments donc d'automatisation des tâches, de cartographier finalement comment le CSE fonctionne. Ça donne aussi des pistes de réflexion sur peut-être des moyens de faire un peu différentes et d'essayer évidemment de vous conseiller au mieux sur les outils, que ce soit à la fois ces outils bien sûr appelés avec les traitements des factures électroniques, mais aussi sur le traitement en soi de la donnée, de la hiérarchie de la donnée, de la sécurité de la donnée, avec effectivement des correspondants et des intervenants sur le marché qu'on sait identifier et sur lesquels effectivement on peut éventuellement vous faire le relais de l'information. J'ai rien à redire, c'était très clair. Merci Aurélien. Je n'ai pas beaucoup participé. Ce que l'on vous dit là sur le chat, c'est que on va vous envoyer le support et vous aurez aussi notre adresse mail si vous avez des questions ou des besoins d'accompagnement par rapport à des projets de digitalisation ou par rapport à la mise en œuvre de la facturation électronique. On sera là pour répondre à vos besoins. Absolument. On va conclure avec une dernière question. Je voulais juste rappeler quand même que ce sujet, évidemment, concerne les entreprises et les employeurs. Donc, c'est un sujet qui peut venir sur la table dans les développements donc de vos employeurs, des directions. Donc, voilà, si vous en entendez parler, aujourd'hui, vous avez voilà, un spectre d'informations. Alors, c'est une première lecture, peut-être, pour certains. Mais concrètement, voilà, c'est un sujet qui a vraiment une ampleur assez forte. C'est un sujet qui est tellement fort qu'il a même été tenté d'être différé dans le temps. Or, voilà, nous estimons que ce serait une erreur de différer justement cette application. Et donc, voilà, c'est un sujet dont il faut se soucier dès à présent pour bien se préparer
et faire qu'on gagne du temps dans la gestion du CSE, dans le fait d'avoir du temps pour les autres prérogatives. Dernière question? La dernière question, est-ce que vous souhaitez être appelé par un expert? Il y a une dizaine de personnes qui ont répondu oui. Avons-nous été convaincants dans nos propos? Souhaitez-vous effectivement maintenir ce lien que l'on vient de créer ensemble? En tout cas, voilà, on se réjouit de cette session et on vous souhaite une excellente journée et bien sûr, on reste à disposition pour répondre à toutes les questions que vous nous posez. Merci beaucoup à toutes et à tous. Nous vous remercions.